On se présente avant de commencer le webinaire. Il y a avec nous donc vous, Dr Gay. Vous êtes donc représentant de la FAO en Afrique de l'Ouest et en même temps représentant de la FAO au Sénégal. À votre côté, Monsieur Bello, qui est donc administrateur suppléant du groupe Afrique 2 au conseil d'administration de la Banque mondiale, avec une vie ancienne derrière lui, qu'on expliquera tout à l'heure dans d'autres institutions. Nous avons aussi Monsieur Jean-Luc François, qui est ancien directeur ancien chef de la division agriculture, développement rural et biodiversité de l'AFD, mais aussi avec tout aussi une ancienne vie, entre autres en Afrique, sur des missions dans l'agriculture et l'environnement. Et Madame Dominique Nkoyok, qui est ma collègue au sein de l'Afrique des idées, qui va nous présenter l'état des lieux de la problématique à travers une note qu'elle a rédigée, que je vous ai d'ailleurs envoyée en amont de ce webinaire. Monsieur Nessan Akamekou, qui a parlé en début, est notre président. C'est le président de l'Afrique des idées qui va prononcer le mot de bienvenue. Et nous avons avec nous Inda, qui est notre directrice de communication, qui va veiller dans les couloirs à ce que tout se passe bien. Donc voilà, on sera rejoint aussi par notre directeur général, M. Sofoni, qui est pris dans la circulation parisienne complètement folle ces derniers jours avec les grèves, dans 5 ou 10 minutes. Donc, il sera avec nous. Voilà, donc je pense qu'on pourra démarrer le webinaire, Nessan. Hein? Fort bien, merci Nadia. Alors bonjour à toutes et à tous. Oui. Je suis ravi d'accueillir nos éminentes et éminents panélistes ainsi que l'audience à ce webinaire consacré donc à la crise alimentaire en Afrique, exacerbée par la guerre en Ukraine. Au nom de l'Afrique des idées que j'ai le bonheur de présider, je vous souhaite la bienvenue. L'Afrique des idées est un cercle de réflexion indépendant et panafricain qui a été fondé en 2011 et sa vocation consiste à mener des analyses et formuler des propositions innovantes et concrètes sur des sujets politiques, économiques, culturels et sociaux liés à l'Afrique. Elle promeut le concept fort et inédit d'afro-responsabilité. Donc, c'est ni afro-optimisme, ni afro-pessimisme. L'afro-responsabilité est un paradigme qui prône une réappropriation par les Africaines et les Africains, et notamment les plus jeunes, du narratif sur l'Afrique, ainsi qu'un engagement socio-économique porteur de croissance inclusive et durable. L'afro-responsabilité suppose une appréciation lucide des faits, ainsi que des prises de position argumentées qui sortent des sentiers battus. Ce concept se démarque quelque peu des postures victimaires et exhorte les Africaines et les Africains à prendre leur destin en main et à se mobiliser de façon responsable pour la défense de leurs intérêts, car le salut de l'Afrique ne viendra que de ses enfants. L'Afrique des idées réunit une centaine de jeunes professionnels et chercheurs expérimentés issus d'horizons très divers, donc c'est assez éclectique. Et nous sommes mus par l'ambition de faire éclore des idées novatrices, vectrices de changements positifs pour le berceau de l'humanité. Par ailleurs, nous émettons des propositions et des recommandations à l'attention des cercles décisionnaires en Afrique et nous proposons des solutions endogènes. Je ne doute pas que les échanges qui se profilent avec le panel seront fertiles et permettront de féconder la réflexion et de faire jaillir des solutions intéressantes. Je vous renouvelle mes remerciements pour votre participation et vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire. Merci Nessan, on va faire jaillir des solutions pour l'Afrique, ça c'est sûr. Le débat s'annonce très riche, très intéressant. Encore une fois, bonsoir à tous. Nous sommes donc en live sur Facebook. Je suis Nadia Lamlili, directrice des publications de l'Afrique des idées. Nous sommes ravis de vous retrouver dans un nouveau cycle de conférences que nous entamons ce mois de septembre avec un sujet d'actualité. La crise alimentaire en Afrique suite à la guerre en Ukraine, impact et défis structurels. Nous sommes donc sur un sujet qui inaugure une rentrée assez tendue. Tendue parce que sur la crise alimentaire se sont greffées d'autres crises, malheureusement, notamment celle de l'énergie et du pouvoir d'achat. Nous sommes donc pour le moment une quinzaine de participants dans le webinaire, également en direct, comme j'ai dit, sur Facebook. Vous pouvez commencer à réagir dès maintenant dans l'onglet de discussion. Nous serons, je rappelle, sur un débat d'1 heure à 1h15.
avec des invités de renom que j'ai présenté en amont de ce webinaire et que je vais encore une fois présenter pour notre public qui vient de rejoindre. Pour débattre de notre thématique ce soir, nous avons le plaisir de recevoir donc Dr Gouantoe Robert Gay, coordonnateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest, et en même temps le représentant de la FAO au Sénégal. Vous êtes Dr Gay, spécialiste de la filière riz à laquelle vous avez dédié de nombreux travaux. Vous avez travaillé sur la production de semences. Vous êtes lauréat de la Kansas State University aux États-Unis et vous avez assumé des fonctions dans plusieurs pays africains. Au Sierra Leone, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, entre autres. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous ce soir M. Abdul Salam Bello Boubacar, administrateur suppléant du groupe Afrique 2 au conseil d'administration de la Banque mondiale. Alors, vous avez assumé, M. Bello, plusieurs fonctions au sein de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, mais également au NEPAD, qui est l'agence de développement de l'Union africaine. Et vous êtes aussi Senior Fellow au Centre Afrique du think tank Atlantic Council à Washington, D.C. Ce soir, nous avons également le plaisir d'avoir M. Jean-Luc François, ancien chef de division agriculture, développement rural et biodiversité à l'Agence française de développement, l'AFD, membre du réseau phare, mais d'Interréseau Développement Rural. Vous êtes un ancien haut cadre du ministère français de la coopération. Vous avez travaillé dans plusieurs pays, en Thaïlande, en Mauritanie, au Congo, en Côte d'Ivoire, en Éthiopie et à Madagascar. Et vous avez évidemment eu des responsabilités à Paris dans les services chargés du développement agricole et de l'environnement. Bonsoir également à mes collègues de l'ADI qui vont animer aussi ce webinaire. Naissant, notre président, Sophonie Koboudé qui va nous rejoindre, notre directeur général, et Madame Dominique Nkoyok, analyste à l'Afrique des idées, qui va dresser l'état des lieux et les recommandations de l'ADI dans une note rédigée par ses soins. Pour le dérouler, il y aura donc un premier tour de table avec un temps d'intervention entre 6 et 10 minutes. Et là, je vous demanderai gracieusement de respecter le timing pour que la parole circule. Et ensuite, un deuxième tour de table de questions plus élargies posées par les membres de l'ADI et par le public. Mais tout d'abord, donc, écoutons ma collègue Dominique Nkoyok et la note de présentation qu'elle a rédigée au nom de l'Afrique des idées. Dominique, c'est à toi. Merci beaucoup, Nadia. Bonsoir à tous. Donc, je suis ravie d'être avec vous ce soir pour ce débat qui s'annonce en effet très intéressant. Parce que si on pose un peu le cadre, je pense qu'on peut dire que de fait, la guerre en Ukraine a des conséquences négatives sur la situation alimentaire en Afrique. Pourquoi? Simplement parce que l'Ukraine, comme la Russie, font partie des plus gros importateurs de denrées alimentaires, mais aussi de produits agricoles sur les marchés mondiaux, et notamment donc, en Afrique. On peut donner quelques chiffres. Donc, selon la Banque mondiale, par exemple, en 2021, la Russie était le premier exportateur de blé sur les marchés mondiaux avec 18% d'exportation. L'Ukraine, quant à elle, se place en 6e position avec 10% des exportations à l'international. Madame Lallier. Je pense que comme son micro est ouvert. Oui. On n'entend pas. OK.
Bon, après ce petit intermède, bon, je vais reprendre. J'espère que Madame Larreille voilà, s'est aperçue que son micro était encore était ouvert. Donc, pour reprendre mon propos, je disais en résumé qu'effectivement, donc l'Ukraine et la Russie font partie des plus gros exportateurs de denrées alimentaires et de produits agricoles sur les marchés mondiaux. Je donnais l'exemple de la Russie, qui en 2021 était le premier exportateur de blé, notamment, avec 18% d'exportation à l'international. L'Ukraine, avec 10% d'exportation à l'international, se place en 6e position. On peut aller encore plus loin en disant que les deux pays, en fait, toujours selon la Banque mondiale, et je pense que c'est très important de le dire, à eux deux, depuis 2018, ils exportent environ 80% de matières, de denrées alimentaires telles que le maïs, l'huile de colza, l'orge, et ce sont des denrées alimentaires qu'on retrouve bien évidemment en Afrique, mais aussi de manière générale sur les marchés mondiaux. Et enfin, on peut aussi dire que c'est un fait que la Russie fait partie des plus gros exportateurs d'engrais sur les marchés mondiaux également. Donc, si on met un peu en perspective ces éléments avec ce qui se passe en Afrique, avec la situation alimentaire en Afrique, on voit qu'il y a de nombreux pays, selon la FAO, une trentaine de pays, qui sont dépendants entre 50 et 100% des exportations de denrées alimentaires, notamment de blé et de maïs, depuis la Russie et l'Ukraine. Je pense que c'est important de souligner qu'ici, on peut donner quelques exemples. D'ailleurs, l'Érythrée, la Somalie, les pays du Nord, comme le Maroc ou encore l'Égypte, mais aussi l'Afrique subsaharienne, le Sénégal, le Cameroun, la RDC aussi, ou même des pays comme Madagascar. Donc, je crois que c'est un fait. Donc, les pays africains, comme d'autres dans le monde, sont sanctionnés du fait de la guerre en Ukraine à double titre. D'abord parce que la guerre en Ukraine, elle crée un blocage dans la zone de la mer du Nord, dans la région de la mer du Nord, parce que finalement, les exportations de céréales vers l'extérieur sont bloquées. Donc, il y a moins d'accès, en fait, l'accès, pardon, aux denrées alimentaires est rendu plus difficile. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est que le pendant de ça, c'est que le prix des denrées alimentaires augmente. Nos experts vont l'expliquer mieux que moi. Et je pense qu'il y a un effet aussi de spéculation, un effet spéculatif qui vient renforcer l'augmentation des denrées alimentaires. Et donc, c'est une double sanction pour l'Afrique. Mais une fois qu'on a dit ça, vous savez, hier, j'ai échangé avec un ami avocat, je suis avocat moi-même, un ami avocat égyptien, qui m'a dit, écoute, tu sais, l'Égypte est en train de tester la fabrication de pain avec de la patate douce. Bon, je ne sais pas trop comment ils vont faire, peut-être mélanger de la poudre de patate douce. Bref, mais en tout cas, l'idée, c'est de mélanger la patate douce avec du blé pour réduire, en fait, les exportations de blé de plusieurs millions de tonnes. Donc, bon, ça peut faire sourire, du pain à la patate douce et tout. Mais bon, ma foi, s'ils ont de la patate douce, tant mieux. Mais surtout, je pense que ça interroge. Ça interroge parce qu'on se dit qu'en fin de compte, il n'y a peut-être pas de fatalité et que peut-être qu'il y a des solutions alternatives. Et je pense que c'est intéressant, c'est important même, de rappeler qu'en effet, l'Afrique est en proie à l'insécurité alimentaire depuis quand même les années 70. Sans vouloir remonter trop loin, on peut donner quelques exemples. Après la crise des années 70, en 84 de mémoire, il y a une crise également qui a frappé le continent. En 2006, l'Afrique australe était frappée par la famine. 2008, on se rappelle tous, vous savez, des émeutes de la faim, des émeutes dites de la faim suite à une augmentation exponentielle du prix des denrées alimentaires en Afrique subsaharienne. Mais ça a continué en 2011 également, 2017, que ce soit l'Afrique subsaharienne ou la Corne de l'Afrique. Voilà, ce sont des régions qui ont été touchées par l'insécurité alimentaire et la famine. Récemment encore, avec la crise de la COVID-19, la situation ne s'est pas améliorée. Et selon la Banque mondiale, en 2021, il y avait plus de 23 millions de personnes qui avaient besoin d'une aide alimentaire. Donc, quand on regarde ces éléments, on s'interroge finalement sur le réel impact de la guerre en Ukraine sur
l'insécurité alimentaire en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on se demande si finalement ce n'est pas l'éléphant qui cache la forêt. Parce que il y a des indices quand même, quand on s'intéresse au sujet, qui montrent, je pense que c'est évident et nos experts voilà, vont en parler mieux que moi, il semble y avoir un problème avec le système alimentaire tel qu'il existe aujourd'hui sur le continent africain. Pour donner quelques pistes de réflexion sur lesquelles nous avons travaillé et qui, je pense, voilà, vont être approfondies dans le cadre de ce webinaire. On voit par exemple, et je l'ai mentionné, qu'il y a une forte dépendance des pays africains vis-à-vis des exportations. Le pendant de la dépendance, c'est donc l'absence d'autonomie alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je vais vous donner un exemple, la Banque africaine de développement indique que l'Afrique dépense par an 64 milliards de dollars pour importer des produits qui pourraient être produits sur le continent. C'est ça la dépendance. C'est ça la dépendance vis-à-vis des exportations. Donc, on s'interroge, on se dit, mais bon, qu'en est-il des politiques agricoles? Est-ce qu'on a en place des politiques agricoles qui favorisent le financement des projets agricoles, les infrastructures rurales qui permettent justement de développer l'agriculture? Qu'en est-il du soutien aux agriculteurs et à la recherche dans l'utilisation, par exemple, des engrais, le développement des engrais biologiques? Est-ce qu'on s'interroge sur les nouvelles techniques de production qui permettraient d'augmenter le rendement, mais aussi de diversifier la production? J'ai parlé tout à l'heure de la patate douce et de la production de pain en Égypte. Mais il n'y a pas que ça. Une fois qu'on a dit ça, on s'interroge aussi sur la réponse régionale qui est apportée à l'insécurité alimentaire en Afrique. Donc, il y a des initiatives et je pense qu'elles sont à encourager. On voit que la CEDEAO, par exemple, a constitué un stock voilà, de denrées alimentaires. Mais donc, ça pose question, qu'en est-il de cette approche? Est-ce qu'il serait intéressant, et je pense que c'est le cas, voilà, d'encourager ces approches-là et de l'étendre de manière plus générale sur le continent? Ce qui pose une autre question aussi très intéressante, qui est le rôle de la ZLECAf, qui est encore en cours de développement, parce qu'il me semble que la ZLECAf pourrait être effectivement un conduit pour la circulation des denrées alimentaires sur le continent, pour consommer local, consommer ce qu'on produit en Afrique. Ça pourrait aussi être un circuit pour les échanges d'engrais sur le continent. Donc ça interroge et je pense que c'est un sujet très important sur lequel j'espère et je pense les panélistes vont nous éclairer. Il y a aussi un autre sujet qui est l'environnement. L'environnement, il est de deux ordres. Vous avez l'environnement naturel. Donc, on sait évidemment que l'Afrique est en proie, surtout l'Afrique de l'Est, hein, est en proie à des sécheresses qui sont vraiment significatives. On a aussi la question de l'utilisation des terres, parce que vous avez deux choses. Les terres, on a un problème d'appropriation des terres, généralement pour des projets industriels et des projets d'infrastructure qui peut-être, quand on y réfléchit, sont au détriment du développement du secteur agricole. Ensuite, excusez-moi, pour le coup, c'est moi, j'en suis navrée, je pensais que mon téléphone était éteint. Donc, l'environnement, voilà, vous avez l'environnement naturel. Donc, je parlais de l'appropriation des terres. Et une fois qu'on parle de l'appropriation des terres, il y a aussi le respect des sols. Qu'en est-il aujourd'hui en Afrique de l'état des sols? Après l'environnement naturel, vous avez évidemment l'environnement économique et politique. On sait tous que l'Afrique est en proie à des crises politiques, à des conflits armés qui, selon moi, impactent également la situation alimentaire en Afrique et c'est une évidence. Enfin, et j'en terminerai par là, la pauvreté. Parce que on ne peut pas parler d'insécurité alimentaire, on ne peut pas parler de la guerre en Ukraine et des conséquences sur l'insécurité alimentaire en Afrique sans voir en fait la grande poutre qui est devant nous, hein, qui reste voilà, ce fléau de la pauvreté qui alimente l'insécurité alimentaire en Afrique et la famine. Voilà. Donc, c'était pour dresser un petit peu un état des lieux, dresser aussi, en tout cas donner les pistes de réflexion qui ont été les nôtres
quand on a commencé à travailler sur ce sujet. Et je ne doute pas que, voilà, avec le débat de ce soir, nos intervenants de qualité vont nous aider voilà, à apporter au moins des débuts de réponse aux questions qu'on peut se poser face à la situation actuelle. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes fermé là, votre micro. Oui, c'est toujours les aléas du direct. Merci Dominique pour ce tour d'horizon complet, donc je disais, et pour les pistes suggérées. Nous allons tout de suite démarrer le débat avec vous, Dr Gay. Alors, ce phénomène de la crise, des crises alimentaires en Afrique, comme on a vu, n'est guère nouveau puisque le continent connaît régulièrement des crises depuis les années 1970. Tout récemment, la FAO et le PAM viennent de publier encore une fois un update sur la situation de l'insécurité alimentaire aiguë dans le monde et effectivement, c'est quand même assez inquiétant. On aimerait voir avec vous, à travers votre expérience de terrain, quelles sont les actions de la FAO en Afrique de l'Ouest pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Ah. Pour le coup, c'est votre micro. Docteur Gay, votre micro. Ah, je m'excuse. Je dirais merci beaucoup pour cette question et également pour l'invitation de la FAO à participer à cet important débat. Alors, vous avez dit quelque chose pour commencer. C'est que les crises alimentaires en Afrique ne sont pas nouvelles. Alors, depuis plusieurs décennies, comme vous le savez, je vais me concentrer beaucoup plus sur l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, mais c'est le Sahel, mais c'est également, ça regarde aussi, ça concerne aussi les autres parties de l'Afrique. Donc, depuis plusieurs décennies, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel sont en proie à des crises alimentaires de plus en plus aiguës. Comme vous le savez, peut-être de 2018 en 2022, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire est passé de 11 millions et aujourd'hui à près de 41 millions. Ça veut dire que y a eu ça s'est multiplié par 4. Et comme la question posée par l'un des panélistes tout à l'heure, il faut dire que les crises alimentaires et nutritionnelles sont traditionnellement liées à des facteurs structurels. Et ces facteurs qu'il faut citer, le changement climatique est l'un des facteurs importants, mais ce n'est pas le seul facteur. Il y a également la pauvreté que Dominique a cité tout à l'heure. Il y a la faible disponibilité, accès aux services sociaux de base par les populations et surtout les populations vulnérables et la faiblesse des investissements, notamment en milieu rural. Alors, comme vous savez, en 1993, le NEPAD avait demandé aux pays africains d'investir au moins 10% de leur PIB dans l'agriculture, mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'il y a seulement 4 ou 5 qui ont pu le faire. Et donc, ça montre la faiblesse des investissements. Et ces crises ont été, ces facteurs sont exacerbés par une crise sécuritaire. Vous savez que cette zone, c'est la zone de conflit, de terrorisme et même les instabilités politiques, etc. À eux seuls, les pays en conflit dans le Sahel central et le bassin du lac Tchad comptent pour plus de 90% des populations souffrant de la faim et de la malnutrition. Malheureusement, il y a près de 6,7 millions de personnes déplacées internes et environ 1,6 million de réfugiés. Vous savez, quand quelqu'un est déplacé, la personne n'a plus sa capacité de production et la personne doit être prise en charge. Donc, l'agriculture, on ne peut pas développer l'agriculture dans ces conditions et donc ça contribue également à exacerber l'insécurité alimentaire. Les analyses des travaux de la FAO en matière d'insécurité alimentaire portent pour plusieurs facteurs que j'ai commencé à citer. Mais il ne faut pas oublier la dynamique démographique et l'urbanisation. Alors, l'urbanisation joue les modifications de la demande de denrées alimentaires. Il y a également l'instabilité politique dont j'ai parlé tout à l'heure, les conflits, la pauvreté. Il faut aussi noter que, comme j'ai cité, les investissements sont très, très bas
dans le système alimentaire, agroalimentaire normalement. Et Dominique a parlé de ça tout à l'heure, la concentration des marchés, des intrants agricoles au niveau à l'extérieur du continent représente aussi un défi sur le plan de la résilience et de l'équité des systèmes alimentaires agricoles en général. Alors, à tout ceci, s'est ajoutée la pandémie de la COVID-19 qui a mis encore davantage en lumière les fragilités des systèmes agroalimentaires et les inégalités sociales. Nous allons rentrer dans les détails pendant les questions. Maintenant, concernant la crise ukrainienne, et vous avez parlé de ça, Nadia, tout à l'heure, nous avions reçu, je veux dire, la FAO et le PAM, la demande de la CEDEAO pour qu'on fasse une étude, qu'on éclaire un peu sur les effets de cette crise au niveau de la sous-région ouest africaine. Donc, nous avons fait récemment cette étude, mais il faut dire que les résultats sont les résultats primaires. L'impact réel de la crise va se sentir 6 mois, 1 an après. Alors, mais cette étude a montré comment la guerre que nous connaissons déstabilise les chaînes d'approvisionnement et qui a des répercussions sur les prix des céréales, le prix des engrais, de l'énergie. Le taux d'inflation a augmenté dans presque tous les pays de la sous-région. Cette étude a également montré la dépendance des pays de la CEDEAO aux pays en conflit, et ce qui les rend encore plus vulnérables aux fluctuations extérieures. Alors, on a également pu mettre en évidence que la CEDEAO a un besoin en importation d'au moins 22 millions de tonnes de céréales en 2022, soit une hausse de 5% par rapport à 2021. Les importations de blé prévues pour 2021-2022 sont de l'ordre de 8,6 millions de tonnes. La région fera face à un déficit d'engrais estimé entre 1,2 à 1,5 million de tonnes d'engrais, soit environ 10 à 20 millions de tonnes de céréales équivalentes. Alors, vous voyez comment est-ce que cette crise, l'impact déjà de cette crise sur la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. On a aussi une augmentation généralisée des prix des denrées alimentaires de base. Et ça, nous le vivons tout le temps maintenant. Les prix des céréales ont augmenté et ces hausses de prix, comparées à la moyenne quinquennale, sont de 30% sur le maïs, 26% sur le mil, 24% sur le sorgho et 18% sur le riz. Alors, quels sont les enjeux, les perspectives? Qu'est-ce que nous faisons? J'ai donné tout à l'heure l'étude que nous faisons, tout ce que nous faisons, mais pratiquement, l'enjeu majeur que nous retenons aujourd'hui, c'est qu'au niveau de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, presque tous les pays ont décidé de réduire les importations de produits alimentaires pour se tourner vers les productions locales. Donc, on parle ici de souveraineté alimentaire. D'ailleurs, je veux vous dire que le gouvernement, le nouveau gouvernement du Sénégal, il y a eu le changement de l'intitulé du ministère de l'Agriculture, qui est maintenant ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Ça prouve l'importance de la souveraineté alimentaire maintenant au niveau de tous les pays ici. Alors, pourquoi c'est important? C'est important parce que, comme Dominique l'a dit, l'Égypte, je crois qu'elle a parlé de l'Égypte qui veut utiliser la patate douce. En fait, le blé, c'est la farine de blé que nous consommons ici pour faire le pain. Mais déjà, au niveau de beaucoup de pays africains, vous trouvez déjà des pains à base de maïs, à base de mil, à base de sorgho, à base de niébé, etc. Et à base de farine de manioc et à base de patates douces. Mais le Cameroun a déjà commencé à mélanger la patate douce avec le manioc, etc. Donc, il faut produire. Et c'est à cela que nous avons au niveau de la FAO défini une stratégie pour voir comment nous devons appuyer efficacement les pays. Et notre stratégie a 3 volets. Le premier volet, je vais être très rapide compte tenu du temps. Le premier volet, c'est de développer les capacités d'évaluation
de suivi permanent de l'évolution de la situation alimentaire et nutritionnelle des pays et mettre en place des systèmes d'alerte et d'intervention précoce et rapide. Aussi, soutenir les populations vulnérables et affectées à retrouver les moyens de production. C'est-à-dire, très rapidement, il faut que les populations soient aidées pour avoir les semences améliorées, pour qu'on utilise les variétés qui sont déjà éprouvées au niveau des centres de recherche, qu'on mette à la disposition des populations, mettre les fertilisants, le capital bétail, par exemple, pour les éleveurs et autres intrants, et les petits équipements, et les accompagner pour produire pour les saisons qui arrivent, la contre-saison et la saison prochaine. Le deuxième volet, qui est à court et moyen terme, c'est de voir comment relancer le développement des chaînes de valeur prioritaires, de l'agriculture, de l'élevage, des pêches, etc. Oui, parce que le développement de ces chaînes de valeur va amener aujourd'hui à augmenter la production du céréal, des tubercules, etc., pour qu'on puisse faire, si on veut faire des farines, il faut que le produit soit disponible pour faire les farines. Donc, et ceci va être accompagné par tous les accompagnements techniques que la FAO peut apporter. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça sera trop technique. Ensuite, le dernier volet, c'est pouvoir enfin appuyer les capacités des gouvernants à mettre en œuvre les projets de réponse aux crises à travers les réformes politiques. Les réformes en céréales, en semences, les politiques semencières, la politique foncière, les lois agro-silvo-pastorales en fonction de la demande des pays, parce que c'est important. Notre expérience avec certains bailleurs et récemment même avec la Banque mondiale, ont prouvé que les pays, que le problème n'est pas un problème d'argent en tant que tel. Les pays sont aidés, il y a de l'argent qui est disponible, mais souvent les pays ont des problèmes de capacité d'absorption de ce qu'on leur donne. Et donc, il faut également de faire les réformes au niveau des ministères de l'Agriculture, de l'élevage, des pêches, etc., pour leur permettre d'être efficaces et d'utiliser cet argent. Alors donc, la FAO nous avons décidé d'aider les pays et aussi les appuyer au développement d'un commerce régional des produits agroalimentaires propices à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Tout à l'heure, Dominique a parlé de GLECA, et donc il faut faire en sorte que ça soit une réalité au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Alors, je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je suis sûr que les participants vont poser des questions. Ça va donner l'opportunité de revenir pour pouvoir donner beaucoup plus de détails sur le rôle de la FAO. Merci, je m'arrête là. Merci, Dr Gueye. C'est sûr qu'on reviendra vers vous par rapport à ce tableau que vous avez dressé sur les actions de la FAO en Afrique de l'Ouest. Il y a des chiffres très intéressants que vous avez soulignés, la hausse des prix de plus de 27% sur les céréales de base, les besoins en importation qui explosent. Le mot est juste. J'enchaîne directement avec vous, Monsieur Bello, pour avoir votre son de cloche auprès de la Banque mondiale, à travers votre expérience de terrain. Vous avez déjà été donc dans la Convention africaine de lutte contre la désertification. Vous avez déjà été au NEPAD. Vous avez donc un champ d'expertise assez large. On aimerait bien vous écouter sur les actions de la Banque mondiale dans le domaine de la lutte contre l'insécurité alimentaire en lien avec les changements climatiques dont a parlé Dr Gueye tout à l'heure, mais aussi en lien avec la désertification et avec la zone de libre-échange qui paraît comme un challenge et peut-être une des pistes de solution pour cette problématique. À vous. Oui, donc bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup de m'inviter. Félicitations à vous pour ce que vous faites et j'ai apprécié l'introduction faite par Nessan sur le concept d'afro-responsabilité. Je pense que c'est un concept effectivement qui est important qu'on continue de promouvoir. Effectivement, donc, je suis administrateur suppléant pour les pays d'Afrique francophone au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale. Nous travaillons effectivement beaucoup en ce moment sur la question de la sécurité alimentaire, comment apporter des réponses sur
sur la partie urgence, mais aussi sur la réponse qu'on appelle à moyen long terme sur le développement. Donc, il y a toujours cette tension, si je peux dire, entre l'urgence et le développement. La Banque mondiale travaille beaucoup avec l'ensemble des acteurs impliqués sur la question du développement de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Ce matin même, nous avons une très bonne discussion sur la réponse de la partie du secteur privé du groupe de la Banque mondiale qu'on appelle AFC sur la sécurité alimentaire, pas plus tard que ce matin. Comme vous avez pu le constater la semaine dernière à l'Assemblée générale des Nations unies, il y a eu beaucoup d'engagement sur les grands partenaires. Donc, je suis content de voir M. Gay ici avec un statement qui a été publié, une note qui a été publiée par la FAO, le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, sur effectivement la réponse à apporter pour apporter des financements qu'on appelle le working capital, donc l'argent frais, et aussi la réponse à moyen terme pour financer tout ce qui est l'agribusiness et l'agribusiness durable dans toute la chaîne de valeur de l'agriculture. Au-delà de cela, par rapport à ce qui a été dit sur les perspectives, un peu les expériences auxquelles j'ai pu être exposé actuellement ou même dans les carrières précédentes, je parlerai déjà, donc la Banque mondiale travaille beaucoup, en particulier bien sûr avec les pays, pour soutenir des projets d'agriculture, le développement de chaînes de valeur. La partie IFC, donc, qui est le secteur privé de la banque, travaille aussi beaucoup sur ce qu'on a des évaluations pour regarder quelles sont les opportunités d'investissement dans les pays pour développer ces chaînes de valeur. La banque a investi aussi beaucoup dans le monde rural sur l'acquisition d'intrants agricoles en partie, mais aussi pour soutenir un certain nombre de réformes pour favoriser, je dirais, l'investissement public d'une part, mais aussi et surtout l'investissement privé d'autre part. En parlant de l'agenda climatique en ce moment, donc, la Banque mondiale travaille sur une série de rapports, ce sont des rapports d'évaluation et qui permettent de faire des recommandations. Un des derniers qui est sorti, qu'on appelle, donc, l'acronyme en anglais, c'est Country Climate Development Report, donc c'est le rapport pays sur le climat et le développement. Donc, un rapport qui est sorti il y a à peu près un mois sur les pays du G5 Sahel. Mais ces recommandations, si vous voyez un peu plus dans le détail, s'appliquent à l'ensemble des pays d'Afrique ou d'Afrique subsaharienne. Et sur l'agriculture, effectivement, les recommandations sont de renforcer toutes les réformes possibles sur la question de la gestion des terres. Et Dominique a parlé de la gestion des terres et puis de l'investissement sur le foncier. Et cette dimension, elle est fondamentale dans les réformes, mais aussi la question de l'accès aux intrants agricoles comme les fertilisants. Et dans la note que vous avez publiée, vous avez très bien mentionné le nombre, la contribution, l'utilisation des fertilisants par hectare de terres arables versus le reste du monde. En Afrique, nous sommes à peu près à une vingtaine de kilogrammes versus le reste du monde qui est plus de 140. Et quand on regarde certains des pays, même de la zone sahélienne, ils sont même à moins de 1. Donc, en moins de 1 kilo par hectare de terre arable. Donc, du coup, ça pose la question même de la capacité productive des agriculteurs. Et cela, on reste même à une échelle, je dirais même, juste quantitatif. On ne parle même pas de l'aspect qualitatif sur l'investissement dans le monde agricole. Et du coup, quand on met ça en perspective, et ça a très bien mentionné par M. Gay, l'augmentation de la population, du coup, bien sûr, cela crée un stress sur la question de la sécurité alimentaire qui reste, du coup, un problème fondamental. Au-delà de cela, je dirais que la question de la création des marchés, le renforcement des chaînes d'approvisionnement à l'échelle régionale ou sous-régionale reste aussi un élément fondamental. Effectivement, on a beaucoup de pertes de produits agricoles du fait de la qualité ou la mauvaise qualité des structures de transport, donc les routes d'une part, mais aussi même des capacités de stockage. Donc, cela aussi sont des dimensions qu'il convient aussi de regarder, avec lesquelles aussi donc, nous discutons avec les collègues de la banque et dans le dialogue avec les pays. Je dirais aussi la dimension régionale, vous l'avez mentionné, la performance ou bien le renforcement des capacités d'un certain nombre d'institutions régionales qui travaillent aussi sur les questions de sécurité alimentaire. Vous avez parlé tout à l'heure notamment de la prévention.
Cela est important. Comment est-ce qu'on mobilise, sollicite des institutions comme le SILS, par exemple, qui travaille sur la question de la sécurité alimentaire de la bande sahélienne. Ce sont ces problématiques que nous, on regarde aussi, et on regarde aussi les capacités d'institutions comme la CEDEAO, pour rester dans la zone Afrique de l'Ouest. La Banque mondiale a financé un programme régional en novembre de l'année dernière qui, justement, a vocation, au-delà de l'appui au pays, apporter aussi un appui technique aux institutions régionales. On a le CORAF, on a la CEDEAO qui ont bénéficié de ces appuis-là. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles la banque, en ce moment, quand je dis la banque, c'est le groupe de la Banque mondiale, c'est l'ensemble des membrements de l'institution. Nous, en tant que chaises d'administrateurs, donc on fait ce plaidoyer pour que la banque reste engagée, plus engagée encore, elle l'est. Mais on donne aussi, on incite aussi l'institution à travailler avec les autres partenaires, donc ce qu'on appelle les partenaires de Rome, donc FAO, PAM, et puis j'ai oublié le troisième, donc FAO, PAM et FIDA, pardon. Donc, afin de travailler avec ces trois institutions, mais aussi ne pas occulter aussi les initiatives africaines qui existent, notamment, vous avez parlé du Népal, mais on a aussi des politiques, des engagements qui ont été faits dans différents forums de l'Union africaine. La déclaration de Malabo, par exemple, de 2014, qui aussi a tout un champ politique sur le financement du développement de l'agriculture avec une composante de la sécurité alimentaire. Donc, ce que l'on demande aussi, c'est qu'il ne faille pas multiplier les initiatives qui soient décorrélées, mais au contraire, travailler pour que ces approches aussi s'inscrivent dans une forme de cohérence et regarder les avantages comparatifs de chacun des institutions afin justement de maximiser l'impact. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'il y a la question par exemple, des femmes agriculteurs, ou ce qu'on appelle les petits paysans. Bon, les structures de la banque, parfois, seront efficaces dans un partenariat avec d'autres institutions pour s'assurer que les financements qui sont apportés peuvent arriver de façon effective, efficace à ces groupes de paysans et d'agriculteurs. Dans les réflexions, dans les idées, dans le plaidoyer, dans les stratégies sur lesquelles nous travaillons, nous plaidons aussi surtout pour regarder ce qu'on peut appeler l'adéquation entre la formation et le secteur. Et quand on regarde dans le secteur de l'éducation, la part des étudiants qui étudient les techniques agricoles, agribusiness, etc., ils ne sont pas si nombreux que ça. Au regard même de la nature, du degré de la demande et même des différentes techniques. Et du coup, d'où le lien aussi avec la technologie. Comment est-ce qu'on s'assure que la technologie arrive dans les zones rurales, dans les pays? Donc, la Banque mondiale travaille avec des programmes qu'on appelle e-agriculture, où on essaie de mettre en place l'apport du digital dans le domaine de l'agriculture pour optimiser, on va dire, optimiser les récoltes, mais avoir aussi l'accès plus facile sur les prix des produits agricoles sur les marchés, etc. Mais tout cela nécessite aussi un environnement, une architecture qu'il faut mettre en place, mais aussi qu'il faut pérenniser en cours de route. La question des capacités de stockage, cela est effectivement fondamental parce qu'on a aussi beaucoup de pertes en stockage uniquement des produits agricoles, que ce soit les grains ou bien les produits frais, même je dirais même pour ce qui est le pastoralisme, des produits laitiers divers. Et cela touche à une question qui fait que, de mon point de vue, on va avoir du mal, on ne pourra pas nécessairement régler la question de la sécurité alimentaire dans le pays si on n'adresse pas en même temps la question de l'énergie. L'énergie qui va soutenir aussi l'optimisation des techniques agricoles, qui va soutenir l'optimisation de l'irrigation, qui va soutenir l'optimisation des capacités de stockage, etc., etc., etc. Donc, il est important aussi que l'on ne reste pas dans une approche, comme on dit en anglais, silo, juste avec des œillères, et puis on regarde juste la problématique sous un seul angle, mais il faut aussi regarder ces aspects-là. Comment est-ce qu'on amène la question de l'énergie dans le monde rural, cela aussi reste fondamental. L'investissement privé, je pense que là aussi, c'est une dimension importante où on doit vraiment mieux solliciter, collaborer
avec les banques locales, les banques commerciales, mais aussi, je dirais, les banques commerciales, afin justement qu'elles puissent être aussi performantes dans le financement du secteur de l'agriculture. Parlons, vous êtes basé en France, une banque française bien connue, c'est le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole, à la base, c'était apporter des financements aux agriculteurs en France pour des machines à outils et autres. Ensuite, elle a évolué pour avoir même aujourd'hui une banque d'investissement. Mais ça, c'est un autre cas. Mais donc, juste pour dire que ces banques-là doivent aussi être optimisées. On doit travailler pour les aider éventuellement, en cas de besoin, à trouver les instruments nécessaires afin d'ajuster la réponse qu'ils apportent aux petits fermiers, aux petits paysans, mais aussi et surtout, je dirais, regarder la question de l'accès des femmes au crédit, l'accès des femmes notamment au cadre juridique sur ce qu'on appelle le land tenure, la propriété du foncier. Et là encore, les questions des technologies, la blockchain, etc., je pense, peuvent apporter beaucoup de choses. Je pense que je suis d'accord avec ce qui a été dit un peu plus en amont, la question de l'urbanisation. Ça, c'est un domaine qu'il faut aussi que l'on regarde. On a vocation à occulter la question de l'urbanisation et comment, donc, du coup, le monde rural, le monde agricole, le monde paysan est connecté aussi aux besoins du développement urbain, de la question du foncier aussi, qui parfois, développement urbain qui prend le pas sur certaines terres aussi qui sont en général dédiées au développement de l'agriculture. Je vais m'en tenir là. Ce sont ces éléments que j'avais à ce stade et donc je suis très heureux de pouvoir continuer la discussion avec vous. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Bello. On mesure à travers votre intervention combien la problématique demande une approche holistique à plusieurs niveaux d'ailleurs, puisque vous avez parlé des perturbations des chaînes logistiques, cette problématique des capacités de stockage, étant donné qu'une grande partie de la production agricole africaine se perd faute d'aire de stockage, la formation des femmes agricultrices, l'accès au crédit, l'accès au cadre juridique, nous sommes sur des problématiques foncières. Je me tourne tout de suite vers Monsieur Jean-Luc François, ancien chef de la division agriculture, développement rural et biodiversité de l'AFD et qui a toujours des casquettes de chercheur et de collaborateurs dans des réseaux liés au secteur agricole, notamment le réseau phare, mais Interréseau Développement Rural. J'aimerais voir avec vous, Monsieur François, à travers votre expérience de terrain menée au sein de l'AFD, comment vous analysez les dysfonctionnements profonds de la chaîne alimentaire en Afrique? On en a parlé avant ce webinaire à partir de votre expérience. Et puis aussi répondre à une question sur je ne dirais pas la viabilité, mais en tout cas sur l'efficacité des programmes financés par les bailleurs et les partenaires multilatéraux, dont on peine parfois à voir les résultats positifs. Monsieur Bello parlait tout à l'heure d'un manque de coordination entre les institutions et de la nécessité que tout le monde puisse accorder ses violons. Pourquoi, à votre avis, il y a ce genre de décalage et quels sont les freins à l'amélioration de la situation? Monsieur François. Merci beaucoup. D'abord, je suis très honoré de faire partie de ce panel avec des personnalités actives de premier plan. Ensuite, je suis très intéressé à ce dialogue que vous animez. Je voudrais préciser que je suis quand même doublement distant géographiquement de ce cher continent africain et puis aussi par ma situation puisque je suis retraité et que j'ai quitté l'AFD maintenant il y a bientôt 6 ans. Bon, en effet, je reste attentif. On ne quitte jamais l'Afrique totalement. Je reste attentif à ce qui se passe sur le continent à travers la participation à différents groupes associatifs. Bon, je voudrais d'abord... oui, je suis un peu afro-optimiste, désolé, Monsieur le Président, mais je voudrais quand même relativiser un certain nombre de choses. D'abord, je voudrais souligner ce qu'a dit le docteur Gay sur les causes de l'augmentation du nombre de personnes souffrant de la faim sur le continent, et qui a rappelé l'importance des conflits dans cette responsabilité. Il y a des pays qui ont tout le capital naturel pour être de gros pays agricoles qui, ayant traversé des guerres civiles, ont vu leur nombre de personnes
éligibles à des programmes de réhabilitation nutritionnelle augmenter. Bon, évidemment, il y a aussi sur le continent des pays qui ont un capital naturel particulièrement difficile. Je pense à la Somalie en ce moment, que j'avais eu l'occasion malheureusement de visiter à l'occasion d'une précédente crise. Voilà. Donc je crois qu'il faut garder à l'esprit que dans le monde et en Afrique, en proportion relative de la population, le nombre de personnes souffrant de la faim baisse en valeur relative, globalement, parce que les inégalités dans le monde baissent, parce qu'il y a des pays qui sont sortis de la famine au cours des décennies passées, etc. Donc, ça c'est en valeur relative, en tendance globale, etc. Et ensuite, eh bien, malheureusement, il y a des situations de crise et l'Afrique y est confrontée en ce moment. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais relativiser, c'est la dépendance de l'Afrique aux importations de produits alimentaires. Donc, il est de bonne guerre, je dirais, dans nos métiers, de dire que c'est beaucoup trop, la dépendance. On rêve tous de l'équilibre de la balance commerciale agricole, en quelque sorte, voire même d'un excédent de la balance commerciale agricole. Mais je pense il faut bien... Il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Donc c'est vrai, il y a des pays qui importent tout de leur nourriture, puis il y a d'autres pays qui importent assez peu, en vérité. Le problème, c'est qu'ils importent pour leur population urbaine, qui a des modes de consommation qui entretiennent une dépendance à des importations pour du blé, pour des produits animaux, pour des produits agroalimentaires transformés, etc. Mais en valeur moyenne, encore une fois, et autant en Afrique, un pays comme l'Algérie est extrêmement dépendant des importations de produits agricoles, et notamment du blé de la mer Noire, mais comme par ailleurs l'Algérie exporte du gaz et du pétrole, bon, sa situation n'est pas si mauvaise que ça actuellement. Mais en Afrique subsaharienne, c'est la région d'Afrique qui est la moins dépendante des importations. Donc on considère qu'en gros, 15% de l'alimentation viendrait de l'extérieur. Et même il y a des enquêtes de ménage qui ont été faites par un certain Nicolas Bricasse avec des collègues africains il y a quelques années, qui montrent qu'en fait, dans les dépenses des ménages, la part des produits importés est relativement importante dans certains quartiers en ville, mais plus on s'éloigne du centre-ville et plus on va dans les campagnes, plus ça devient rien du tout. Et pour les raisons qu'il y a une production nationale qui, en gros, assure. Voilà, je voulais relativiser ça. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que moi, je suis frappé de voir que les réponses, enfin le catalogue des mesures qui sont discutées actuellement par les institutions internationales est extrêmement similaire à celui qui a été établi en 2008-2009, lors des fameuses émeutes dites de la faim improprement, puisque déjà, Madame Koyok l'évoquait, c'était aussi une inflation sur les prix de l'énergie. Donc il y a eu en effet des émeutes du pouvoir d'achat, on peut dire, dans certaines villes. Et ce que je constate, c'est le catalogue est à peu près le même. Je le liste, j'ai trouvé en gros 5-6 points. Augmenter les aides alimentaires et les filets sociaux. En gros, les pays le font. Allègement de la dette, nouvelles ressources financières, il y a des déclarations, les pays du Nord vont le faire. Il y a un sujet qui est très important que Madame Koyok a évoqué, qui était la réduction de la spéculation sur les matières premières agricoles, qui était au cœur des discussions, et ce sont les Américains qui ont pris les plus belles décisions en 2008-2009, puisque la bourse de New York est un acteur majeur là-dessus. Là, la FAO a développé, avec différents soutiens, un réseau d'information sur les marchés agricoles AMIS, qui devait permettre d'y voir un peu plus clair. Là, et il y avait des pays qui ont pris des mesures contre-productives, en quelque sorte, en stoppant les exportations, et on voit à nouveau des pays qui le font en ce moment. Augmenter les stocks de sécurité alimentaire, y compris des stocks régionaux, la CEDEAO a développé tout un système. Et elle l'a fait. Est-ce que c'est suffisant? J'en sais rien. Il y a un point nouveau qui sort, c'est réduire et flexibiliser la production des agrocarburants, puisque certains pays exportateurs, notamment les États-Unis, pèsent lourd en la matière.
Et ça, ils ont du mal à le faire. Parce qu'en fait, ce n'est pas si flexible que ça de passer d'un maïs qui finit en bioéthanol à un maïs alimentaire. Et puis, finalement, on arrive à augmenter la production agricole, à faire exactement ce que disait Dr Gay, d'en faire autant que faire se peut, produire tout ce que nous pouvons produire sur le territoire national africain, en gardant raison. Ce que je dis toujours, on peut faire des bananes en Alaska, hein, mais ça ne serait pas très raisonnable. Donc, ne cherchons pas à faire du blé là où ce n'est pas nécessaire, faisons ce qui pousse bien sous les tropiques africains et qui peut remplacer, comme ça a été bien évoqué, dans la ration. Voilà. Voilà. Donc, alors, il y a une question nouvelle, je trouve, qui est celle des engrais, qui n'était pas au cœur des discussions en 2008-2009. Et je crois que mes prédécesseurs ont très bien indiqué les questions pour l'Afrique, qui est une région qui, bizarrement, à mon avis, dans des pays pétroliers qui torchent du gaz, ne produit pas d'urée. Je pense au Nigeria, etc. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas un technicien de ça. Mais en tout cas, il y a un vrai problème de dépendance aux importations d'engrais, donc de coût des engrais, donc de qualité des engrais, etc. Et aujourd'hui, si j'ai bien compris sur le continent, c'est même plus tant un problème de prix que de disponibilité physique des engrais qui va se poser. Et avec cette question très importante que soulevait M. Bello, qui est le très faible niveau de consommation sur le continent. Alors, cette question est très importante parce que quand on discute de la crise actuelle dans les agricultures européennes, on arrive vite à un espèce de débat entre productivistes et écologistes. Et comme, c'est-à-dire, en gros, ça tombe bien, les engrais sont plus chers, le pétrole est plus cher, le carburant est plus cher, pour les écologistes, c'est bien, on va en consommer moins. Ce qui, dans des économies qui sont agricoles, qui sont à 150, 200 et même 250 unités d'azote à l'hectare, oui, il faut baisser, c'est très bien. Mais quand on est dans des pays où on est à 1 kg, 2 kg, 15 kg, la question, ce n'est pas de baisser, c'est d'augmenter un petit peu. Donc, il y a une espèce de, si vous voulez, d'écart des situations qu'il faut sans arrêt ramener dans le débat lorsque, en Europe, on parle de la crise actuelle. Enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a toute crise est occasion d'opportunité. Et en 2008-2009, et de changement et d'accélération des évolutions, en 2008-2009, beaucoup de gouvernements ont pris des bonnes décisions. C'est-à-dire que je pense qu'on peut faire une liste de toutes les filières qui, depuis 2010 en tout cas, de toutes les questions qui depuis ont trouvé un plus grand intérêt du côté des gouvernements. Je pense que la politique de l'irrigation au Sénégal a été boostée. Je pense qu'on a étudié récemment, on a discuté récemment de la filière maïs au Rwanda qui a été boostée. On a parlé récemment de la filière poulet au Sénégal qui a été très fortement soutenue, etc., etc. La Banque mondiale, d'ailleurs, avait, dès 2010, invité à des conférences sur l'irrigation et le pastoralisme à Nouakchott ou Dakar, où j'étais, et qui ont donné lieu à des grands programmes régionaux qui se mettent en œuvre, qui avancent. Donc, je ne veux pas donner une énumération de tout un tas de filières qui marchent, de progrès qui ont été faits, mais il y en a. Donc, c'est sûr, on peut toujours dire le verre est au tiers rempli, et il faudrait mieux qu'il soit en train de déborder. Non, ce n'est pas ça. Mais, donc, il me semble qu'il y a, si vous voulez, les arguments, en tout cas les réflexes pour avancer. Alors, évidemment, il y a eu un effet d'entraînement aussi très important au niveau de l'Union africaine, au niveau du NEPAD, au niveau de la CEDEAO qui a relayé ça avec un programme régional d'investissement agricole, des programmes nationaux d'investissement agricole. Donc, on a une dynamique là. Donc, évidemment, c'est pas parfait, mais ça fonctionne. Voilà. Alors, après, si j'ai encore une minute, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on est un peu coincé actuellement pour arriver à une relance plus forte encore de l'agriculture. Je pense qu'on est encore un petit peu gêné sur les questions d'ouverture commerciale. Les pays qui ont bien marché sur leur filière, que j'évoquais, le poulet ou le maïs au Rwanda, ils ont
ils ont mis quelques taxes aux frontières, voire même des embargos. Hein. Donc, le tout, c'est d'arriver à en sortir. Le Rwanda raisonne bien sa sortie de ce système. Hein. Voilà. Bon, je suis plus inquiet pour le poulet au Sénégal, d'autant que le poulet au Sénégal, pour se développer, est obligé d'importer du maïs et du soja du Brésil. Donc, il faut regarder tout, quoi, pour bien comprendre. Mais voilà. Je pense quand même qu'on est sur beaucoup de filières avec des bonnes options. Voilà. Mais le point sur lequel je trouve on n'est pas assez avancé et qui a été évoqué très bien par M. Bello, c'est celui de l'accès au crédit des agriculteurs, petits, moyens, peu importe, et des entreprises de transformation de l'agroalimentaire qui sont le débouché naturel qui devrait être le débouché naturel des productions. Et là, il y a une faiblesse générale des systèmes bancaires pour ce monde-là. Mais là encore, il y a des pays qui ont fait des choses formidables déjà. Je pense que le Crédit Agricole du Sénégal, par exemple, est sur la bonne voie. L'expérience du Crédit Agricole du Maroc est absolument remarquable. Le Niger s'est doté d'une nouvelle banque. Il y a quelques pays qui, bizarrement, n'ont pas de banque agricole. Je ne sais pas, la Côte d'Ivoire, à ma connaissance, je ne sais pas. Et ce que je voudrais dire, c'est que, certes, il faut financer des opérateurs privés, des agriculteurs ou des PME, mais les États ont un rôle considérable à jouer dans la structuration d'un écosystème financier favorable à l'agriculture, parce que c'est un domaine à risque. Et l'histoire qu'évoquait M. Bello de Crédit Agricole France, comme accompagnateur de la politique agricole dans les années 60, a été déterminante. Aujourd'hui, il est tout à fait accessoire, hein, mais dans l'état aujourd'hui des économies agricoles des pays qui nous concernent aujourd'hui, là, je pense qu'il y a à faire. Parce qu'en fait, la banque publique, ou en tout cas l'engagement de l'État sur le crédit agricole, doit intervenir en réduction du risque pour les banques, avec des fonds de garantie, avec des fonds de calamité, avec de l'assurance. Elle doit intervenir dans le couplage du crédit qui est vertueux en soi et de la subvention, qui peut être perverse, et en bonification de taux d'intérêt, puisque une activité agricole de production est beaucoup moins rentable qu'une activité commerciale. Donc, c'est de l'investissement à long terme, risqué, etc. Donc là, je trouve qu'il y a un sujet sur lequel il faut vraiment continuer à travailler très, très fort. Et en regardant dans le monde, il y a un univers hispanique en Amérique latine, par exemple, qui donne des exemples extraordinaires de banques publiques engagées derrière les banques privées, les contraignant un petit peu à aller voir l'agriculteur. Sinon, les banques privées n'y vont pas spontanément. Voilà, je ne retiens que ce sujet, mais il y en aurait d'autres qui ont été évoqués. Je pense que la sécurisation foncière est très importante, l'irrigation est très importante, une réflexion sur l'élevage est très importante, une réflexion sur les oléoprotéagineux est très importante, etc. etc. Merci beaucoup. Merci pour toutes les pistes intéressantes que vous avez expliquées, notamment sur l'appui bancaire aux petits agriculteurs. Tous ces mécanismes sont quand même assez importants pour le secteur agricole et puis surtout les filières qui ont marché et qui montrent que l'Afrique peut arriver à une certaine autonomie alimentaire. Si on arrive à joindre les différents bouts de la chaîne de valeur agricole. J'aimerais juste annoncer que M. Bello ne pourra malheureusement pas continuer le débat avec nous pour un engagement, parce qu'il a un engagement. Donc, il a dû quitter. Nous le remercions pour son intervention. Et j'ouvre tout de suite la séance pour mes collègues de l'Afrique des idées pour leurs questions. Alors, je ne sais pas, est-ce que Sophonie peut-être ou Dominique Naissant? Oui, je peux y aller. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci aux panélistes qui ont dressé un tableau absolument remarquable de la situation de l'alimentation, enfin de tout ce qui est malnutrition, etc. sur le continent. Je voudrais qu'on fasse ensemble une espèce d'expérience de pensée. Parce que je
j'ai beaucoup entendu, au fond, qu'il y a un vrai besoin de financement. Bon, imaginons demain matin, on inonde l'Afrique d'argent, de dollars, et que la question du financement est réglée. Est-ce que pour autant, on va avoir des patates poussées partout? Est-ce que, dit autrement, le fond de ma question est simplement de savoir s'il n'y a pas, est-ce que la question du financement n'est pas une question secondaire, ou en tout cas, qui, si elle est résolue, n'apportera pas une garantie de solution par rapport au problème. Ce que je veux dire, par exemple, la question de droit de propriété, qui, moi, me paraît fondamentale parce que tout récemment, j'étais encore à Cotonou et j'ai un ami dont le père a environ une petite dizaine d'hectares vers le nord du coteau du Bénin, dans la zone du Kétou. Évidemment, dans le village, etc., tout le monde sait que ce domaine appartient à tel. Simplement, cet ami a voulu, parce qu'il voulait entreprendre dans autre chose, a voulu utiliser cette dizaine d'hectares comme levier, comme garantie pour avoir le prêt, mais ça ne marche pas. Pour une raison qui est simple, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des témoignages dans le village que le domaine appartient que juridiquement, le domaine existe. C'est-à-dire, c'est un peu ça le mystère du capital. C'est-à-dire que le capital, ce n'est pas le bien. Et on le confond souvent. Ma voiture, évidemment, c'est un bien, mais le capital, c'est la propriété que j'ai sur la voiture. Donc, j'ai l'impression que la question de la propriété est éludée ou en tout cas évoquée très rapidement. Du coup, je vais adresser ma question, alors peut-être à monsieur Jean-Luc François ou Dr Gay, enfin, celui qui voudra le prendra. Est-ce que la question, comment hiérarchisez-vous les causes du non-développement de l'agriculture en Afrique? Est-ce que pour vous, la question des droits de propriété, au fond, n'apparaît pas fondamentale? Je vous remercie. Qui donne la parole? Mais moi, je peux, enfin, je ne sais pas qui donne. Alors, justement, c'est une question qui concerne le droit de propriété. Je pense que Dr Gay, vous en avez parlé au début. Oui, bon. Et après, monsieur François, vous avez parfaitement aussi le loisir de répondre à la question. Oui, il a posé deux questions. Avant de parler de droit de propriété, il a parlé du fait que est-ce qu'on peut développer, on peut résoudre le problème de sécurité alimentaire en Afrique s'il y a de l'argent. Moi, je dis oui. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'agriculture n'est pas financée. L'agriculture n'est même pas subventionnée. Alors, prenez l'Europe, prenez les États-Unis, partout, l'agriculture est subventionnée. Et les gens vont me parler de smart subsidy et tout ça. Bon, ça c'est vrai. Dans tous les cas, quand il s'agit de l'Afrique, on vient toujours on porte toujours les gants. Mais l'agriculture est subventionnée. Alors, les gens ne peuvent même pas, quand les gens, comment faire pour que, par exemple, un tracteur soit importé et que ce tracteur qui est importé soit hors taxe? C'est du financement. Et dans beaucoup de pays, ça n'existe pas. Mais ceci pose globalement le problème de la mécanisation de notre agriculture. Vous savez que dans beaucoup de parties de l'Afrique aujourd'hui, les gens font toujours l'agriculture avec des roues et avec des dabas et des machettes. Alors, nos jeunes aujourd'hui, 60% de la population africaine est jeune. Je ne vois pas des jeunes qui vont aller aujourd'hui attraper les machettes pour faire l'agriculture. Et donc, la modernisation de l'agriculture
a besoin de connaissances, mais on a besoin de financement de l'agriculture. C'est important. Alors, la deuxième question qui va également avec le premier, c'est le problème de droit de propriété intellectuelle. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, à ce niveau aussi, il faut dire que l'Afrique est quand même organisée. Il y a l'OAPI qui est basé, le siège est basé au Cameroun, etc. Il y a, je crois, 16 ou 18 pays qui sont membres et tout. Il y a même la loi de l'Union africaine sur les propriétés intellectuelles. Mais il faut voir les structures des innovations et de la recherche scientifique. La recherche scientifique, les institutions nationales de recherche scientifique sont des institutions qui relèvent comment on appelle ça, du public. Alors, donc, la question, c'est est-ce que l'Institut de recherche, l'ISRA, qui reçoit l'argent du gouvernement ici et qui fait de la recherche, doit protéger les variétés que l'ISRA met au point. Et c'est ça la problématique. Alors, dans les autres pays, les pays développés, nous avons la recherche beaucoup faite, c'est vrai, par les centres de recherche, les centres nationaux, mais par le secteur privé. Hein, on a les Pioneers, on a les Dupont, on a plein de... en Afrique ici, on a Panard et tout ça en Afrique australe qui font de la recherche, qui mettent au point, par exemple, du maïs hybride et tout ça, et qui vendent les semences et qui protègent. Mais ça, c'est le secteur privé qui le fait le plus. Mais si on donnait la possibilité à nos structures nationales de le faire et que les paysans étaient soutenus par les États pour pouvoir produire et faire de l'argent, en ce moment, les paysans, on peut demander aux paysans de payer les droits de propriété. Mais les paysans qui, comme on dit aussi, tirent le diable par la queue et qui ne sont pas soutenus pour produire, et souvent c'est des environnements très difficiles, on ne peut pas demander à ces paysans de payer les droits de propriété intellectuelle. Donc, c'est quelque chose d'assez... Il faut le voir de façon globale, hein, en termes de politique nationale, et voir la situation de l'agriculture des paysans et tout ça, pour dire, bon, on va protéger ou on ne va pas protéger. C'est une contribution, et ça, c'est mon point de vue. Voilà, et je voudrais m'arrêter là et puis laisser la parole à François. Monsieur François? Oui, sur ces... En fait, on traite trois questions, puisque le Dr Gay a évoqué la propriété intellectuelle alors que Sophonie évoquait la propriété foncière. Je vais y venir, parce que c'est un de mes dadas, si je puis dire. Mais d'abord, sur le financement de l'agriculture, il y a des engagements qui ont été pris par les États africains en la matière. C'est les fameux engagements de Maputo et de Malabo qui étaient de consacrer 10% de leur budget à l'agriculture. Ils sont plutôt à 3%. Bon, parce qu'ils ont d'autres dépenses à faire. Hein, c'est pas par... Moi, j'ai toujours eu du mal avec cet engagement chiffré, parce que finalement, quel est le ministre du développement rural dans beaucoup de pays, si ce n'est le premier ministre, puisque 60%, 70%, 80% de la population est rurale. Donc, ce qui se passe dans les écoles rurales, dans les dispensaires ruraux, dans les routes rurales, dans l'énergie rurale, ça concerne l'agriculture. Donc, bon. Donc, la vraie question, donc, je vous réponds, Sophonie, s'il y avait plus d'argent pour investir dans un certain nombre de services communs, santé, éducation, énergie, route, dans les campagnes, ça serait bon pour l'agriculture. S'il y avait en plus d'argent pour financer les réseaux d'irrigation, pour financer le crédit agricole, comme je viens de l'évoquer, pour financer la recherche agronomique, parce que évidemment c'est un sujet qu'on n'a pas trop abordé, mais quand on a peu d'engrais, quand on veut utiliser peu d'engrais, il faut être plus intelligent agronomiquement, il faut utiliser toutes les ressources que la nature nous offre, hein, c'est toutes les solutions fondamentales de la nature, et tout ça doit être extrêmement adapté à chaque petit écosystème, à chaque petite région. Donc oui, il faut plus d'argent pour l'agriculture, c'est sûr, mais le problème, c'est où le trouver, où venir. C'est pour ça que je pense que dès lors que l'État met 1 euro
qui a un effet de levier sur 10 € d'investissement, c'est bon, quoi. Voilà. Bon. Alors, je viens à votre question sur est-ce que la sécurité foncière, un droit de propriété, pour employer votre langage, aide à avoir du crédit? Non. Même si, au Bénin, que vous évoquiez, il y avait un système d'enregistrement des droits fonciers qui fonctionnait bien, c'est-à-dire où, grâce aux technologies modernes de GPS, d'informatique, etc., en quelques heures, quelques jours, le propriétaire foncier aurait eu un papier qui lui reconnaît ses droits, même si les arbitrages avec ses voisins avaient été rendus, etc. C'est possible. Hein. Par exemple, je crois que c'est la Banque mondiale qui a financé un programme en Ouganda qui était de numérisation de l'ensemble d'un cadastre hérité de la période coloniale, qui s'est fait très, très rapidement. Et aujourd'hui, pour une somme modique, sans corruption, parce que les agents des domaines, c'est quand même quelque chose partout, obtiennent leur papier. Et bien même ça ne suffirait pas à la banque. Parce qu'en réalité, la banque, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche une garantie réalisable, vendable. Donc, pour qu'un titre foncier soit une garantie pour une banque, il faut qu'il y ait un marché foncier, il faut que ça soit simple. Il ne faut pas que ça déclenche la révolution dans le village quand vous allez vendre le terrain d'un pauvre type qui n'a pas réussi à rendre son crédit. Donc, ce que je veux dire par là, et je reviens là, le problème, je suis absolument d'accord avec tous ceux qui prônent, et nous l'avons soutenu à l'AFD, et depuis 25 ans, 30 ans, les Français sont là-dessus, un système d'enregistrement des droits fonciers. C'est sûr, c'est nécessaire, c'est un confort pour la banque, mais ce n'est pas une garantie. Et ensuite, je voudrais rappeler qu'en France, 80% de la surface agricole n'est pas la propriété des exploitants. Ils sont tous locataires. Le fermage, le métayage autrefois, sont des éléments de confort et sont finalement des garanties pour la banque que cette personne est un vrai agriculteur, sait cultiver et a un droit de cultiver pour longtemps. Et donc, il est bancable, moyennant d'autres garanties, etc. Donc, moi, ce que je milite, c'est depuis de nombreuses années, et alors, je suis heureux de voir qu'un certain nombre de pays sont engagés là-dedans. Hein. Il y a une agence foncière en Côte d'Ivoire désormais qui traite ces questions-là, qui est de l'enregistrement des droits, qui est la délimitation des terroirs villageois, etc. Mais le problème, c'est qu'il faut enregistrer vite, informatiquement, en même temps, les droits des gens, les droits des exploitants, et puis il faut être prêt à enregistrer les transactions immédiatement, la vente, l'héritage, le partage, etc., etc. Donc, c'est toute une machinerie que l'informatique et l'imagerie satellitaire permettent de faire désormais à moindre coût. La Banque mondiale a des programmes dans pratiquement tous les pays que je connais de cette nature. Hein. Voilà. Ça ne résout pas la question de l'accès au crédit, à mon avis. C'est un élément de confort, mais pas suffisamment. Voilà. De toute façon, la banque va vous demander votre voiture, votre maison, etc., etc. Évidemment. Si je peux me permettre, oui, Nadia, juste très rapidement, parce que je sais que le temps file sur cette question-là, parce que moi, comme je vous l'ai dit, je suis avocat en financement de projet, et on a eu des cas, pas mal de cas, dans lesquels, effectivement, la Banque mondiale, et l'AFC, pour ne pas la citer, a essayé de financer des projets dans le secteur agricole. Et ce qu'on a vu, nous, en tout cas, on était côté banque, hein, c'est que l'emprunteur, surtout plus il est petit, a du mal à satisfaire aux conditions suspensives, on parle de conditions suspensives, qui sont demandées par les banques, en fait, pour pouvoir décaisser. Donc, j'ai l'impression, et moi, je rejoins mon collègue Sofoni sur ce point-là, je ne pense pas que, moi, ce que je vois de sa question, ce n'est pas la question spécifiquement de la terre, c'est la capacité de l'agriculteur, du petit agriculteur, de rassurer la banque sur sa capacité à rembourser. Et donc, quand on parle de financer les petits agriculteurs, j'entends,
Mais je demande, quand on est allé en Afrique, quand on a vu un peu l'environnement dans lequel évoluent les petits agriculteurs, on se demande dans quelle mesure, donc est-ce que c'est peut-être le microcrédit, je ne sais pas, mais dans quelle mesure est-ce que les grandes institutions financières aujourd'hui sont capables d'aller financer les tout petits projets agricoles qui ne seront peut-être pas rentables, en fait, finalement, pour la banque. En tout cas, voilà. Donc ça, c'était juste voilà, un point, c'est pas pour relancer le débat, mais je voulais juste dire que en tant qu'avocat, moi, j'ai vu, Oui, et les banques sont assez exigeantes. Et des fois, elles ne font pas de cadeaux aux petits agriculteurs qui n'ont pas la capacité voilà, de prouver effectivement qu'ils sont propriétaires d'un bien, ou alors que voilà, ils ont simplement la capacité de rembourser une fois que l'argent sera décaissé. Voilà. Et je vous renvoie… Non, mais évidemment, vous avez raison. Hein, d'abord, les institutions financières internationales ne vont pas aller faire des prêts à des petits agriculteurs. Elles vont financer des établissements financiers nationaux qui vont distribuer, y compris en microcrédit, en pluie fine, si je puis dire, sur les petits agriculteurs. Voyez l'organisation de Crédit Agricole du Maroc, avec ses différentes filiales, avec ses 3 niveaux de clientèle, en vérité, hein, qui vont de l'investissement dans des grandes exploitations à de la microfinance. Oui, et voyez la qualité des agents de crédit. Hein. Voilà. Donc, je crois qu'il y a un sujet de structure générale. Et voyez le système de garantie qu'apporte le gouvernement aussi à travers des assurances agricoles, à travers du fonds de calamité, etc. Et voyez aussi le dosage de la subvention en fonction de l'agriculteur. Évidemment, si vous êtes très petit, etc. Mais ce que je voulais répondre à M. Stoffoni, c'est que le papier foncier est utile, n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant, il n'est pas déterminant. Voilà. Et je veux pour preuve que, y compris dans des économies développées, les banques ne demandent pas aux agriculteurs d'être propriétaires. Je vais même plus loin, parce que le grand réformateur de l'agriculture en France s'appelait M. Edgar Pisani, le général de Gaulle régnant. C'était son ministre de l'Agriculture. À la fin de sa vie, M. Pisani, il a écrit un livre qui s'appelle « L'utopie foncière », dans lequel il recommande à l'État français de municipaliser, c'est-à-dire de collectiviser, si on veut utiliser des mots violents, le foncier agricole, en disant c'est inadmissible qu'à chaque génération, ceux qui quittent la ferme touchent de l'argent de celui qui reste sur la ferme au titre de leur héritage. C'est-à-dire, il dit, à juste titre, en somme, l'urbain est financé par le paysan. Donc, il faut que le paysan soit locataire. Il faut qu'il ait des baux amphithéotiques. Il faut qu'il puisse rester longtemps. Exactement comme ce qui se passe d'ailleurs, si j'ai bien compris, dans l'immobilier à Londres, où les constructeurs des logements ne sont pas propriétaires de leur terrain, mais locataires. Ils ont un droit suffisant pour pouvoir emprunter à la banque et construire. Voilà, c'est le droit qui compte. Voilà. Merci. Bon, donc, je dis ça parce qu'il pense souvent dans des discussions qui étaient très vives à un moment, si je me souviens bien, Dr Gay, en matière d'individualisation des droits fonciers en Côte d'Ivoire, plutôt qu'en reconnaissance par le plan foncier ivoirien d'une propriété collective, villageoise, coutumière. Moi, j'ai toujours dit, gardez le collectif autant que faire se peut pour que le collectif donne en location long terme à des jeunes agriculteurs. Évitez l'individualisation qui va faire financer la ville par la campagne. Voilà. Bon, je voudrais tout simplement dire, si vous me permettez une seule minute, pour dire que bon, j'avais traité une partie de ce qu'on appelle les droits. Okay? Donc, je suis allé au droit de propriété intellectuelle, mais la question, c'était beaucoup plus sur les droits fonciers. Mais à ce niveau, je dis que c'est absolument nécessaire, essentiel que la réforme foncière se fasse au niveau de nos pays. Je ne vais pas revenir, je suis d'accord avec François, mais il y a un aspect important. Et cet aspect important, c'est l'investissement. C'est-à-dire que quand on n'est pas propriétaire terrien, on s'abstient un peu plus d'investir et de s'investir et d'investir de l'argent dans l'agriculture, surtout si ce n'est pas l'agriculture seulement, même si c'est l'agriculture vivrière, il y a des investissements et certains investissements sont de long terme.
Alors, quand on n'est pas propriétaire ou s'il n'y a pas comme François vient de le dire, un système reconnu qui permet de faire des locations à long terme, etc., ça décourage les investissements au niveau de l'agriculture. C'est ce que je voulais ajouter. Merci à vous, le temps file, il nous reste vraiment quelques minutes. Alors, je me demandais d'abord, est-ce que Nessan, peut-être que tu as une question? Parce que j'ai 2 questions du public que nous avons reçues par mail, entre autres. C'est dommage que le temps file parce que je voudrais rebondir sur la discussion. Un deuxième débat. Exactement. J'aurais aussi eu beaucoup de choses à dire, mais je laisse la parole au public. Tu peux poser la question du public, s'il te plaît. On a reçu plusieurs questions par mail, en fait, et j'avais 2 questions pour nos 2 intervenants. Il y a tout d'abord une question qui concerne les cultures de rente en Afrique, notamment l'arachide, le cacao, le coton. Alors, une des causes structurelles de la crise alimentaire en Afrique et de nature aussi historique, s'interroge un membre de notre public. Les autorités coloniales avaient déjà défini ce qu'il fallait produire à travers ce qu'on appelle les cultures de rente. Par la suite, au moment des indépendances, les gouvernements africains ont repris ce modèle pour en faire le socle de leur politique agricole. Est-ce que, à votre avis, il faut changer ce modèle de culture de rente en Afrique? Et puis une deuxième question, très vite, j'enchaîne avec la pyramide des âges en Afrique qui est jeune après jeune, vous l'avez souligné dans vos interventions, et avec une population qui va doubler en 2050, quelles sont les leçons à tirer des révolutions agricoles européennes, brésiliennes, indiennes? Pas mal comme question. Ça nous place sur un contexte international. Qui voudrait prendre la parole au début? Je peux répondre à la première question. Et puis peut-être François va répondre à la deuxième. Même il peut toujours parler de la première question. Alors, c'est une question très intéressante concernant les cultures de rente. Alors, moi, je le dis toujours, je suis de la Côte d'Ivoire. Et je dis toujours que le modèle de développement de l'agriculture, nous ne devons pas inventer, c'est déjà là. Alors, en Côte d'Ivoire, je vais vous dire, et peut-être François le sait, que l'Ivoirien moyen, et même au niveau du gouvernement, on va vous parler de la filière café, la filière cacao, la filière EVA, la filière banane, la filière anacarde qui vient de commencer, où la Côte d'Ivoire est passée première ou deuxième productrice, alors qu'on a commencé il n'y a pas très longtemps. Alors, mais ce système de filière, la dernière fois que j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai parlé avec le Premier ministre et il disait que c'est exactement ce que celui qui pose la question dit, que les cultures de rente que nous avons ont été mises en place par les colons. Et les colons nous ont montré comment est-ce qu'on peut développer ces filières, ces cultures de façon efficace pour pouvoir alimenter les industries au niveau de l'Europe. Alors, et c'est ce modèle est resté. Même quand dans les années 80, il y a eu l'ajustement structurel et que les sociétés d'État, qui étaient le plus souvent des sociétés de vulgarisation. En Côte d'Ivoire, on a eu la SACMACI, on a eu pour l'élevage, Sodepra, etc., qui ont été des sociétés d'État et qui ont fait un travail énorme, extraordinaire, mais qui ont été tout à fait démantelés plus tard. Mais les leçons que ces sociétés ont données comme conseil aux producteurs depuis et même avant les années 80, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui. Alors, la question, c'est est-ce qu'on change? Mais moi, je ne dirais pas qu'on doit changer puisque ça marche. Seulement, il faut qu'on regarde le modèle. Le modèle va du fait qu'en parlant de filière, on résout le problème de production, le problème de commercialisation, d'accès au marché, etc. Et ça résout également tout de suite les problèmes de semences et même, je dirais que les problèmes de plants, qui sont des problèmes très difficiles à résoudre, mais compte tenu du fait qu'on parle de filière, tout est engrangé et tout marche. Okay?
Alors, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de filière riz, pourquoi on ne parle pas de filière maïs, pourquoi on ne parle pas de filière culture maraîchère, filière igname, mil, sorgho, etc. Alors, si on avait utilisé ce modèle qui marche, mais ce qu'on appelle les cultures de rente, mais toutes ces cultures qu'on appelle les cultures vivrières sont également des cultures de rente. Ça peut être culture de rente. Alors, pourquoi on n'utilise pas les mêmes approches pour pouvoir développer? Alors, donc, pour moi, ce n'est pas une question de changer, mais il faut garder ce qui marche. Si ça ne marche pas, OK, mais il faut qu'on s'inspire de ça pour pouvoir développer nos cultures de sécurité alimentaire et on les rend également comme des cultures de rente et on est sûr que nous pouvons contribuer à résoudre le problème d'insécurité alimentaire. Et c'est ce que nous proposons actuellement au gouvernement pour dire qu'il faut qu'on développe les chaînes de valeur du riz, du maïs, du sorgho, du mil, etc. Mais également comment on appelle ça, des animaux, de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture, etc. Il faut qu'on développe des chaînes de valeur. Voilà, je m'arrête là, je vais laisser la parole à François. Si je peux me permettre juste une remarque vraiment très rapide par rapport à ce qui vient d'être dit. Je rebondis en fait sur ce qu'avait mentionné M. François, à savoir que ma compréhension est que les mesures qui sont proposées aujourd'hui sont déjà celles qui étaient proposées en 2008-2009. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit et comment est-ce qu'on peut être sûr que ce qu'on propose aujourd'hui va fonctionner et améliorer la situation? Parce qu'on a l'impression que c'était déjà prévu il y a plus de 10 ans. Je veux dire, voilà. Et finalement, on en est toujours au même point, même si je comprends qu'il y a des améliorations de manière relative, etc. J'ai compris l'explication de M. François. Mais voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on tire les conséquences des recommandations qui ont été faites en 2008-2009 et qui, à ce jour, n'ont pas vraiment apporté les résultats escomptés? Merci. Merci Dominique. Monsieur François? Oui, non, je ne peux qu'être très d'accord avec ce que dit Dr Gay. C'est vrai que les filières de culture commerciale d'exportation ont été installées pour faire fonctionner les usines européennes. C'est toujours vrai d'ailleurs pour le cacao, les tablettes de chocolat, elles sont faites en Belgique, en France, etc. Le coton, enfin bref. Donc la question qui se pose en fait, c'est est-ce que sur la base de cet acquis qui est intéressant pour l'économie des pays, pour les paysans, les pays peuvent aller vers une industrialisation, c'est-à-dire ramener les industries chez eux. Je note que par exemple dans l'huile de palme, la Côte d'Ivoire en est un bon exemple, le produit fini, il est fabriqué, la mayonnaise, si je puis dire, ou le shampoing, il est fabriqué à Abidjan. Donc, c'est possible. Donc, dans le textile, il y a eu des échecs. Donc, il faut analyser ces échecs. Je pense que ça renvoie d'ailleurs au nexus qu'évoquait c'est M. Bello sur énergie et agriculture, si l'énergie est coûteuse, ou au nexus formation, etc. Voilà. Ensuite, la deuxième question que pose M. Gay est très importante, c'est est-ce que la logique d'organisation de filières qui, entre parenthèses, résout un problème de financement que j'évoquais tout à l'heure, quand vous êtes planteur coton, en fait, c'est la société cotonnière qui vous fait crédit sur vos intrants, sur votre semence, etc. Et qui même, dans certains cas, en Côte d'Ivoire, si mes souvenirs sont exacts, vous aide à investir dans des bœufs avec du crédit de 2-3 ans. Donc, pourquoi ça fonctionne et que ça fonctionne plus difficilement sur des filières vivrières? La raison très claire, c'est que l'industrie, l'usine, est le point de passage obligé du produit. Et donc, le paysan, il est un peu coincé. Il est obligé de livrer. Et si vous regardez dans la carte de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, moi j'ai été très frappé dans ma dernière mission au Ghana, c'est le seul pays d'Afrique de l'Ouest qui n'a pas d'industrie cotonnière, qui n'a pas de coton, dont la zone des savanes est incapable de produire du coton. Pourquoi? Parce que les entreprises privées, en l'absence de régulation publique de la zone de collecte pour chaque usine, elles ont plié bagage. Alors qu'en même temps, vous avez le Togo, le Bénin, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, etc., qui continuent d'avoir des industries cotonnières qui fonctionnent et qui ont un impact considérable
sur les zones cotonnières, très au-delà de la production du coton. Parce que le coton lui-même, il est à moitié alimentaire. Donc l'idée, ça me permet de dire que la notion de culture de rente, elle doit être questionnée. Le coton, il produit de l'huile désormais et il produit du tourteau pour les vaches. Et accessoirement, je dirais de la fibre, ce qui est bon pour l'économie, parce que l'économie a aussi besoin de devises. Mais ça a un effet aussi, par le crédit qu'il permet, ça permet de fertiliser les champs de céréales qui viennent en assolement, etc. Bon. Donc, moi, je suis fanatique, parce que vraiment, j'ai constaté, comme le rappelait très bien Dr Gay, l'efficacité de l'organisation de filières. Par exemple, en Côte d'Ivoire, moi, j'étais stupéfait de voir que pendant la période très troublée qu'a connue ce pays, les filières ont tenu bon. Elles ont continué à se développer parce que c'est les professionnels qui géraient l'affaire et pas les politiques et les fonctionnaires. Voilà. Je suis absolument très étonné de voir comment le Togo est en train de développer une filière soja domestique et export, bio et conventionnel formidable, parce qu'il y a une organisation de filière auquel le gouvernement a même fait des délégations de responsabilité, etc. Donc pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi, dans la vallée du fleuve Sénégal, on a du mal à structurer une filière autour du riz, alors qu'on a des opérateurs sérieux, des rizeries formidables, un opérateur d'aménagement qui s'appelle la SAED, qui est formidable, etc. Donc, il faut regarder ça de près, mais pour moi, le risque, pour les opérateurs, c'est parce que des agriculteurs prennent crédit avec un opérateur et livrent le produit à un autre. Donc, il va falloir sévir, sinon ça ne peut pas marcher. Hein, voilà, ce sont des choses très concrètes à voir comme ça. Ensuite, et tous les opérateurs avec lesquels j'ai discuté, d'une filière, par exemple, mil au Sénégal, ou des PME de l'agroalimentaire qui voudraient sécuriser leur approvisionnement avec des producteurs, elles disent bien la difficulté à faire respecter les contrats. Et à partir du moment où on ferait respecter les contrats, alors tout le dispositif intégré qu'évoquait M. Gay, des semences aux intrants, la qualité des produits, les volumes, les calendriers de production peuvent se régler. Mais il faut respecter les contrats. Donc là, j'y vois une responsabilité assez forte, en fait, encore une fois. Non, ça ne coûtera pas cher, mais des autorités des États. Voilà. Merci à vous. Parce que sinon, il n'y a que la confiance qui marche. Oui. La confiance, c'est bien, mais c'est un peu faible. Merci à vous. Nous avons allègrement explosé les compteurs. Il est 20h36. En tout cas, vous me donnez l'idée d'un travail de fond qu'on pourrait mener au sein de l'Afrique des idées sur les filières agricoles qui marchent et celles qui bloquent. Ça pourrait être un très bon sujet de recherche pour nous. Je vous remercie pour votre participation, Dr Gay, Monsieur Jean-Luc François, Monsieur Bello, Dominique pour la note de présentation, Sophonie et Nesson qui a dû nous quitter parce qu'il a un avion à prendre. Je vous remercie donc amplement pour votre participation. Nous avons passé un excellent moment d'échange. Je vous rappelle que cette vidéo va être partagée sur la chaîne YouTube de l'Afrique des idées et que notre note de présentation rédigée par Dominique Nkoyok sera publiée sur le site de l'ADI. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition de nos conférences et tables rondes. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci aux panélistes. Au revoir. Au revoir, merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.